l'expression des uns et des autres, elle advient, mais de manière un petit peu anarchique, parfois brutale, pour qu'on évite cette culture du clash, du bad buzz, admettre qu'on peut discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. La parole est aussi un levier d'épanouissement personnel. Les enseignants le disent, il manque de temps pour préparer les épreuves du grand oral. Est-ce que l'éloquence, c'est pas un truc de vieux ? On va chercher à libérer des personnalités puissantes, authentiques. De plus en plus, les entreprises s'intéressent à ce qui se passe à l'école. Et ça, c'est pas un hasard non plus. L'histoire nous a montré qu'il faut parfois se méfier aussi des bons orateurs. Et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Alicia Izard. Alicia, bienvenue dans ce podcast. Merci Philippine. Ravie Bonjour. de vous avoir parmi nous. Alors Alicia, on va commencer par vous présenter pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Après un parcours notamment dans le secteur artistique et culturel, vous êtes allée notamment du Palais de Tokyo à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine notamment. Vous avez choisi de vous investir dans le mécénat d'entreprise et l'engagement des organisations. Alors d'abord au sein du cabinet EY, dont vous étiez chargée de politique de mécénat culturel. Et puis ensuite, un peu après, en tant que directrice de l'innovation sociale du réseau Les Entreprises pour la Cité. Et puis après quelques mois passés à la coordination d'une entreprise à mission dans le domaine de la santé, vous prenez la direction d'Eloquentia en octobre 2022 avec l'objectif de démultiplier l'impact de cette association qui est née il y a 10 ans maintenant, 10 ans en Seine-Saint-Denis, d'où vous venez Alicia. Eloquentia, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de loi 1901 qui est reconnue d'intérêt général, créée par Stéphane de Freitas en 2012 et qui est développée autour de vraies valeurs. On va en parler, ça va être l'objet de ce podcast, des valeurs de respect, d'écoute, de bienveillance, pour initier les jeunes à la prise de parole notamment. Vous avez également créé le plus grand concours d'éloquence à destination de la jeunesse francophone. On en parlera en fin d'épisode. Alicia Izard, vous êtes notre invitée aujourd'hui et merci encore d'être parmi nous. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie. On va commencer par rentrer dans le vif du sujet. Eloquentia, c'est aussi une pédagogie qui a fait ses preuves ces 10 dernières années et qui a aussi fait l'objet d'un film qui s'appelle À voix haute, un film absolument poignant qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu, où on suit des jeunes se préparant à leur concours d'éloquence. Nos auditeurs sont sans doute très nombreux à l'avoir vu parce qu'à l'époque, il a fait un carton phénoménal et il continue de faire un carton phénoménal. Mais si ce n'est pas le cas, je les y invite. Alors, ce qui m'intéresse peut-être pour la première question de cet échange, c'est justement l'histoire derrière ce film, il faut le dire, assez bouleversant. Eh bien, l'histoire d'Eloquentia, du film À voix haute, La force de la parole, ce magnifique documentaire, c'est celle de Stéphane de Freitas, qui est le fondateur des programmes Eloquentia, qui est devenu une belle association aujourd'hui. Et c'est l'histoire de Stéphane comme celle de beaucoup d'autres jeunes, malheureusement et heureusement, qui vont à des moments de leur vie se heurter à la prise de parole. Et je dis heureusement aussi parce que Stéphane, il a eu finalement une très belle histoire autour de ça. Lui, il a grandi en Seine-Saint-Denis. Comme vous. Alors moi, j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers, lui à Aubervilliers, mais c'est pas loin du tout, à vol d'oiseau. Et il a grandi dans les quartiers avec les codes des quartiers et à l'époque de ce qu'on appelait les Z, les zones d'éducation prioritaire. Et à l'adolescence, il va se retrouver parachuté, si je puis dire, dans les beaux quartiers de la Porte d'Auteuil. D'accord. Puisque Stéphane fait du basketball à haut niveau et donc rentre en sport-études pour devenir basketteur professionnel. Et à ce moment-là, il se retrouve dans un univers où l'école, c'est pas les mêmes codes éducatifs. Les élèves ne se tiennent pas pareil, ne se comportent pas pareil, ne s'expriment pas pareil. Et pour lui, ça va être vraiment un choc des cultures qui va, dans un premier temps, mal vivre, puisque tout simplement, il ne se rend pas compte que dans ce nouveau milieu, effectivement, on lève le doigt avant de prendre la parole, qu'il ne peut plus forcément faire rire ou glousser la classe parce qu'il va amuser un petit peu la galerie, que ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui a le dernier mot, qui a raison, et que tout à coup, tout ce avec quoi il a composé par le passé, en fait, ça ne fonctionne plus, ni auprès des enseignants qui vont le recadrer assez fort, ni auprès de ses camarades. Et donc là, pour lui, ça va être un moment assez compliqué où il va finalement se renfermer sur lui-même, ne plus oser prendre la parole pendant un moment. Et surtout, en fait, de par ces codes de l'expression, de l'art oratoire qu'il ne maîtrise pas,
ce qui va le plus le heurter, en tout cas il en parle comme ça, c'est que à ce moment-là, il se rend compte qu'on va présager de son intelligence et de ses capacités. Et ça, c'est assez insupportable, et notamment pour une personne comme Stéphane, qui est une boule d'énergie, qui a plein d'idées à la minute, une vision, une sensibilité vis-à-vis de la société. Ça a été insupportable pour lui, donc il s'est relevé de ça. D'abord, il a son baccalauréat sur le fil, il va le remettre en jeu et l'avoir haut la main pour pouvoir poursuivre un cursus d'études d'exception. Il va poursuivre des études de droit, il va se former à l'éloquence, notamment rencontrer à ce moment-là Bertrand Perrier. Il va, qui est toujours à nos côtés d'ailleurs, et on l'en remercie. Il va participer à des concours d'éloquence, travailler en cabinet d'avocat. Donc il y a tout un chemin qu'il va faire. Il va découvrir les grands orateurs, la rhétorique. Il va beaucoup se documenter, lire, se passionner pour l'art oratoire. Et finalement, une fois qu'il en a la maîtrise, il a envie de redonner à d'autres ce qu'il a appris. Et surtout de donner confiance aux jeunes, d'une part. Donc, il y a une dimension individuelle par la prise de parole éducative. Donc, il va écrire « Porter sa voix », on pourra en reparler, qui est notre postulat pédagogique. Et également un vrai projet de société derrière, puisque Stéphane, c'est quelqu'un qui est amoureux de son pays, dans sa grande diversité, dans sa pluralité, qui a le vivre ensemble, chevillé au corps. Et qui, à ce moment-là, en fait, pressent les enjeux de société. Donc, les premiers programmes Eloquentia, c'est fin 2012. Et déjà, il ressent un besoin, et donc il va créer les premiers programmes de prise de parole éducative en milieu scolaire. Et après, il y en a eu un film. C'est ça, exactement. Un documentaire. Et ce qui est assez troublant, c'est qu'en fait, les premiers programmes Eloquentia, le premier concours, il naît fin 2012. Vraiment, on est en novembre, décembre 2012. Et le film est tourné en 2015, sachant que c'est Stéphane qui va écrire, co-réaliser le film avec Lajli. Donc, pour moi, il y a une vision très claire aussi de où est-ce qu'on veut aller, et en termes de plaidoyer, comment est-ce qu'on va rendre visible la cause, le besoin social derrière la prise de parole des jeunes. C'est assez rare que ça arrive aussitôt dans une histoire associative. C'est très vrai. C'est très vrai. Alors justement, on va parler de vos actions au sein d'Eloquentia. On va parler aussi de l'impact que vous avez, parce que c'est vrai que les élèves qui sont formés pendant toute leur scolarité, et c'est vrai jusqu'à la fin même de leurs études, ils sont formés à répondre à ce qu'on pourrait appeler des exercices de conformité, comme des concours, des examens, des contrôles écrits. Et ils n'ont pas forcément l'habitude aussi de s'exprimer, d'exprimer et de partager au monde leur point de vue, ce qui fait leur différence, leur unicité. Encore moins de le faire à l'oral, ça c'est sûr. Est-ce que vous diriez justement que c'est quelque chose qui manque cruellement dans notre système éducatif français ? Alors, je pense que ça manque encore, effectivement, mais surtout qu'aujourd'hui, l'expression des uns et des autres, elle advient, mais de manière un petit peu anarchique, parfois brutale. Et qu'en fait, ce qui manque surtout aujourd'hui, c'est, à mon sens, et c'est le postulat d'Eloquentia, c'est qu'il manque un cadre propice à cette liberté d'expression, pour qu'elle puisse s'exprimer, que la parole puisse s'exprimer de manière claire, apaisée, ouverte à l'autre. Et c'est pour ça que vous parliez tout à l'heure de notre cadre de valeurs, le respect, l'écoute active, la bienveillance. En fait, c'est vraiment le gros du travail. Même s'il y a toute une pédagogie dont on pourra reparler tout à l'heure, c'est vrai que ce que retiennent les jeunes en premier lieu, c'est ce cadre de valeurs qui va leur permettre de s'exprimer dans un espace où la parole peut advenir, la parole est entendue, écoutée, bienvenue, où on sait qu'on ne va pas être jugé par l'autre, que nos camarades, ou en tout cas le groupe dans lequel on évolue, parce qu'aujourd'hui on n'intervient pas qu'en milieu scolaire, même si c'est le gros de notre activité, que cette écoute active, elle va venir peut-être nous défier, nous poser des axes d'amélioration, mais en tout cas que notre parole a un intérêt. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire pour qu'on évite cette culture du clash, du bad buzz, l'effet boule de neige qu'on voit beaucoup aujourd'hui, parfois sur des broutilles, et de se dire « Ah, ok, tu n'es pas d'accord. Et pourquoi Et pourquoi Apprendre à on a ce jeu des pourquoi qu'on adore, un peu comme les enfants, et vraiment de pousser le raisonnement, et peut-être de changer d'avis. Ou d'admettre qu'on peut discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est important, effectivement. Alors justement, on va continuer à en parler avec vous, parce que au-delà d'une société qui peut être
ou paraître malade, et on va en parler dans un instant, du fait de ne pas pouvoir se parler, se comprendre, s'exprimer. Au-delà de ça, quelles sont les conséquences d'une incapacité ou d'une faiblesse dans la capacité de prendre de prendre la parole pour un jeune aujourd'hui, notamment dans son orientation? C'est une compétence clé aujourd'hui dans le monde professionnel, savoir parler, être éloquent. C'est une compétence clé et c'est d'ailleurs un sujet qu'on va étudier dans les prochaines années. La manière dont la prise de parole peut être un levier à la fois au moment de l'école, des études, dans la réussite scolaire, la lutte contre le décrochage, un meilleur apprentissage de la langue française, voire son enrichissement, au moment de l'insertion professionnelle, comment elle est vraiment une clé aujourd'hui des compétences douces que les entreprises vont rechercher à un moment où les jeunes n'ont pas encore beaucoup d'expérience, mais peut-être aussi de développement et d'évolution professionnelle dans le futur. Pour moi, c'est pas non plus un hasard si les personnes dans des parcours d'excellence, à un moment, reviennent se former à la prise de parole, et notamment les entreprises de conseil et de formation en la matière fleurissent. C'est bien qu'il y a un besoin, que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'apprend pas assez dans le système éducatif. Et puis, comment la parole est aussi un levier d'épanouissement personnel, que ce soit en termes de bien-être, mais aussi de levier d'engagement, de citoyenneté. Donc ça, c'est des sujets qu'on va poser dans une prochaine étude. Je le dis un petit peu en avance de phase, mais ça permet de faire le teasing. C'est un beau projet qu'on a pour début 2025. Et aujourd'hui, effectivement, je pense que si on n'arrive pas à débloquer ces enjeux de prise de parole, on va vers une expression de valeur, de questionnement, peut-être de contrariété beaucoup plus abrupte, vers de la violence. On l'a vu s'exprimer, je ne vais pas revenir dessus, c'est des épisodes qui reviennent dans la société de manière très cyclique, et notamment pour la jeunesse qui, à un moment donné, ne se sent pas écoutée, comprise. Donc effectivement, c'est fondamental, et en tout cas, c'est ce qu'on essaye d'apporter aux quelques 15 000 jeunes qu'on accompagne chaque année. C'est ce que vous faites effectivement avec Eloquentia. Alors, on a évoqué le fait que l'oral, justement, l'éloquence, la prise de parole, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément quand on est jeune, quand on est petit, encore moins à l'école. Malgré tout, c'est vrai que les concours d'éloquence comme le vôtre, ils se multiplient. Les citoyens s'expriment aussi dans les grands débats. Et puis en 2021, la place de l'oral, elle a été accrue aussi au bac avec cette nouvelle épreuve du grand oral. Qu'est-ce que vous déduisez aujourd'hui, Alicia, de cette mise en valeur assez récente de l'art oratoire en France? Est-ce que c'est quelque chose que vous saluez? Je le salue, d'autant plus que finalement, vous parliez tout à l'heure du documentaire à voix haute, La force de la parole. Tous ces sujets, le fait qu'une association comme Eloquentia mette en place des programmes qui en ont inspiré d'autres depuis, ce film, ça a permis de mettre ce sujet sur le devant de la scène, et notamment ça a œuvré aussi, je pense, en coulisses pour que la prise de parole et la préparation à l'art oratoire soient plus présentes dans les programmes scolaires. Aujourd'hui, on en est heureux, mais ça ne suffit pas. Les enseignants le disent, il manque de temps pour préparer les épreuves du grand oral, du baccalauréat, le chef-d'œuvre en lycée pro, l'oral du brevet. Donc, c'est nécessaire d'aménager des plages horaires pour travailler ces sujets-là. Et puis, certains enseignants, peut-être pour ceux qui sont formés le plus récemment ou qui sont arrivés sur le tard, on voit beaucoup de sujets aujourd'hui de métiers en tension, celui d'enseignant. Certains ne se sentent pas armés. C'est pas le cas de tous, et ça, je tiens à le dire. On n'est pas là pour expliquer aux enseignants comment faire leur travail. Eloquentia, nous, on propose des outils, un cadre, des moyens aussi, parce que quand on intervient dans les classes, on le fait en demi-groupe de 15 élèves. On permet aussi de casser un peu les dynamiques de groupe. Donc, on apporte ces moyens pour travailler avec l'enseignant sur le cadre scolaire, toujours en collectif, toujours de manière ludique. Et en tout cas, il faudra y consacrer toujours davantage de moyens. Voilà, c'est ce qu'on pense. Parce que l'éloquence, c'est pas un truc de vieux? C'est pas un truc de vieux, et c'est difficile de le, comment dire, de faire changer le regard sur l'art oratoire. Parce que c'est souvent ce qu'on dit. Exactement.
On dit c'est un truc ou alors c'est réservé à certains domaines, les politiques, les dirigeants d'entreprise, les conférenciers, les acteurs, certains métiers. C'est exactement la vocation que s'est donnée Eloquentia. Donc nous, on parle de permettre aux jeunes de prendre confiance, de se révéler, de s'émanciper par la prise de parole éducative. Et justement, tout le point, c'est celui de la démocratisation de l'art oratoire, peut-être du réenchantement de la prise de parole aussi, pour montrer qu'elle est à portée de chacun, sous réserve de travailler, hein, évidemment, ça nécessite un peu de travail, mais en tout cas de montrer que les jeunes peuvent s'exprimer à leur manière, avec leur authenticité, que la prise de parole, ce n'est pas seulement quelque chose de très codifié, qu'il n'y a pas que l'art oratoire sous le prisme, on va dire, des discours de plaidoirie, du barreau ou des concours d'avocats. Non, il y a plein de formes d'art oratoire. Les jeunes, quand ils rejoignent nos programmes, nos activités, ils vont travailler évidemment la rhétorique, ils vont travailler l'expression scénique, l'écriture créative, on va parler de slam, de poésie. Ouais, c'est très complet. En fait. C'est très complet. On va travailler les techniques vocales et de respiration, mais aussi l'aspiration personnelle et professionnelle. Parce que c'est bien de savoir s'exprimer, mais encore faut-il savoir ce qu'on a envie de livrer de soi-même aux autres et au monde. Donc effectivement, Eloquentia, on va chercher à montrer aux jeunes qu'ils peuvent s'exprimer avec toute leur authenticité et leur congruence. On va chercher à libérer des personnalités puissantes, authentiques. Et on pense qu'une prise de parole réussie, c'est justement une prise de parole avec beaucoup d'authenticité, parce que si c'est pour aller faire des discours très consensuels ou en tout cas codifiés, ça ne nous intéresse pas tellement. On a envie de voir ce qu'il y a derrière la personne. Mais oui, c'était ma prochaine question, effectivement, et vous m'avez devancé, mais c'est très bien, c'est qu'est-ce qui fait que quelqu'un est éloquent ? Est-ce que c'est justement parce qu'on arrive à faire transparaître son authenticité ? C'est parce qu'il porte des messages qui sont les siens et pas ceux d'autres ? Vous envoyez des milliers des jeunes qui se présentent devant vous dans le cadre de vos ateliers, de vos concours. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va pouvoir sortir du lot quelque part ? Je pense que c'est une personne qui va sortir du lot, elle va nous toucher à la fois sur le fond et sur la forme. On parle beaucoup de cette question de est-ce que le fond prime sur la forme ou inversement. Nous, on pense qu'il faut les deux. Et d'ailleurs, dans les matières que je viens de vous citer, effectivement, on va travailler vraiment le fond, l'argumentation, la capacité à débattre avec les cours de rhétorique. On va travailler aussi le fond quand on parle d'aspiration personnelle, professionnelle. Qu'est-ce que j'ai au fond des tripes ? Quelles sont mes valeurs, mes croyances, peut-être mes convictions ? Il y a une dimension très citoyenne et on le voit dans nos concours de prise de parole en public. C'est, les jeunes disent vraiment ce qu'ils ont au fond des tripes. Et puis, il faut travailler aussi la forme, donc l'expression scénique, l'écriture créative. Parfois, au milieu d'un discours, on va avoir un passage un petit peu, on va dire, inspiré du slam. Et puis, parfois, les jeunes vont être beaucoup plus dans une dimension théâtrale ou d'introspection. Ça va dépendre vraiment des personnalités. Donc, je pense qu'il faut les deux et qu'un bon orateur, il va nous toucher à la fois sur le message qu'il délivre. Donc, on est vraiment sur le fond. Et puis, sur la manière de venir nous toucher. On travaille beaucoup le triangle d'Aristote avec... l'éthos, le logos, le pathos. En fait, il faut les trois pour convaincre. C'est ça la clé. Est-ce que vous avez, vous, Alicia, un orateur ou une oratrice qui vous motive, qui vous inspire, qui sort du lot, là aussi ? Alors, j'en ai pas mal. J'en ai pas mal que j'aime. Mais en fait, quand je pense orateur, oratrice, il y en a une qui me vient tout de suite. Et donc... je vais poser là qu'on est une association apolitique, mais souvent, il y a des grands orateurs qui sont des politiques. Oui. Moi, je pense à Christiane Taubira, en fait. Parce que je trouve que cette femme dégage, dans sa prise de parole, une réelle capacité d'écoute. Je trouve qu'on sent qu'elle a pesé ses mots avant de s'exprimer. Et ça, j'aime bien. Je trouve que dans la société dans laquelle on vit, c'est important. Je trouve qu'elle a cette faculté incroyable à tantôt apaiser, tantôt faire rire, trouver une manière de nous accrocher. Et parfois même, il y a pas mal de vidéos de Christiane Taubira qui ont tourné où dans l'hémicycle, elle va chercher un Éric Ciotti ou bien d'autres sur plein de sujets. Et en fait, même avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec elle, elle va aller puiser dans son humour pour aller passer des messages. Et je trouve que c'est quelqu'un aussi qui, c'est une amoureuse des mots, une passionnée de
de lecture, elle est très cultivée. En fait, elle sait vulgariser aussi. Et je pense qu'elle donne envie, en fait, quand elle s'exprime, d'aller lire les grands classiques. Donc, voilà, j'aime bien ce type de prise de parole qui va être à la fois très accessible et en même temps très précise, très qualitative. C'est elle qui vous inspire une sorte de rôle modèle de l'art oratoire. Ouais, je pense qu'en tout cas, c'est une femme qu'on écoute, qu'on soit d'accord ou pas avec sa position, ses convictions politiques. C'est une femme qui sait se faire écouter. Savoir se faire écouter. On va parler justement de cette compétence dans le monde professionnel maintenant avec vous, Alicia, parce qu'à chaque étape de sa vie pro, justement, savoir s'exprimer, ça reste déterminant, à commencer par l'entretien d'embauche. L'éloquence, est-ce que c'est une compétence qui est de plus en plus recherchée, vous diriez, par les entreprises et notamment et dès le moment des recrutements? Oui, et ça fait longtemps. Ouais. Je pense que ça fait quelques années que les entreprises ont bougé sur le sujet. On parle beaucoup de hard skills, soft skills, donc des compétences où par le passé, on apprenait un métier. Aujourd'hui, on apprend à apprendre. Ouais. Et finalement, la personne qui va dérouler une belle carrière, c'est celle qui va pouvoir rebondir, changer de métier s'il le faut, ou en tout cas faire évoluer son métier, parce qu'aujourd'hui, les métiers évoluent extrêmement vite. Moi, je viens d'avoir 31 ans, je suis née en 93. Déjà, quand j'étais dans mon parcours d'études, et notamment en BTS, j'étais moi-même surprise de venir chercher des compétences dures, un apprentissage sur des matières en particulier, et d'avoir en face de moi des enseignants qui nous disaient « mais je ne vais pas vous apprendre à utiliser tel logiciel ou à faire telle action, on va vous apprendre à apprendre ». Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est une réalité pour n'importe quelle entreprise, qu'on soit sur des métiers dits intellectuels ou des métiers plus manuels, qu'on soit dans le tertiaire ou pas. C'est une réalité d'un monde qui évolue très, très vite, de métiers qui sont en train de se réinventer. Et donc, ça nous pousse effectivement à travailler la prise de parole parmi d'autres compétences douces dont on va avoir besoin toute sa vie. Et je pense que le plus tôt on s'y frotte, mieux on se porte, parce que c'est vraiment un apprentissage qui prend du temps. Qui va demander parfois de faire la paix avec soi-même, notamment parce que on a tous nos difficultés à s'exprimer, on va parfois se sentir jugé, manquer de confiance en soi, et ça demande de l'exercice en fait. Et souvent, moi, c'est ce que je dis aux jeunes qu'on accompagne, où ils sont très impressionnés, où ils se disent que pour les adultes qu'ils ont en face, c'est un acquis. Mais non, c'est pas du tout un acquis, c'est quelque chose qu'on a travaillé, et comme vous, on a eu du mal à prendre la parole il y a quelques années. Ce que disent régulièrement d'ailleurs les acteurs, les comédiens, les conférenciers, les journalistes aussi qui prennent la parole et qui disent ça a peut-être l'air d'être facile, simple et d'être même naturel. Le fait est que non, en fait, c'est quelque chose qui se travaille continuellement, effectivement, et vous le dites très bien. Vous dites aussi que c'est un apprentissage qui commence, ou qui devrait commencer en tout cas dès le plus jeune âge. Est-ce que vous diriez aussi que les émotions, elles sont essentielles pour convaincre, pour faire passer ces messages? Je vous dis ça parce que à l'école, les émotions, elles n'ont pas beaucoup de place. Et dans le monde professionnel, encore moins. Alors les choses changent peut-être, et pour le mieux ou pas, chacun se forgera son avis. Mais est-ce que pour vous, les émotions, c'est absolument essentiel? Vous avez parlé tout à l'heure de l'humour. Je pense que c'est indispensable. Ouais. Je pense qu'une société ne fonctionne pas sans expression de l'émotion, et que justement, une émotion trop retenue, elle va finir par émerger. Et on en parle, on parle toujours des quartiers. Je le dis là parce que Eloquentia, on est né en Seine-Saint-Denis. On intervient énormément dans les quartiers politiques de la ville, les zones d'éducation prioritaires, mais aussi dans des territoires isolés parce que ruraux, périurbains, ultramarins. Et en fait, on parle beaucoup de territoires oubliés. Donc en fait, il faut entendre, je pense, les émotions, qu'elles soient positives. Une émotion qui s'exprime par l'humour, par la créativité, par des formes de création qui sont peut-être pas celles qui sont attendues dans notre société. On en a besoin, et je pense que si elle ne s'exprime pas, c'est là que c'est dangereux. Donc après, il y a l'art et la manière de l'exprimer. On ne va pas s'exprimer en tout milieu, en tout contexte de la même manière. Donc nous, on a envie, avec Eloquentia, d'aider les jeunes à se forger pour devenir des adultes qui puissent évoluer dans un monde pluriel et
et pouvoir se servir des compétences qu'ils auront acquises avec nous tout au long de leur parcours de vie. Donc effectivement, je pense que c'est juste indispensable. C'est à la fois, c'est intéressant ce que vous me dites, à la fois indispensable et en même temps quelque part antinomique de vouloir de plus en plus d'équipes qui savent prendre la parole en entreprise. C'est une demande aujourd'hui du monde professionnel qui est à l'aise dans cet exercice. Et d'un autre côté, les émotions qui n'ont que peu de place dans ce monde professionnel. Est-ce que vous intervenez aussi auprès de ces entreprises et peut-être que je comprends, vous poussez ces jeunes à dire c'est important les émotions et n'hésitez pas à en abuser et à les utiliser. Mais l'entreprise doit aussi comprendre ça. Alors nous, on n'intervient pas en entreprise parce qu'on s'est fait une religion d'accompagner la jeunesse. Et alors la jeunesse de manière assez large, parce qu'aujourd'hui, on intervient du CM1, CM2, donc cycle 3 à l'école, jusqu'au niveau universitaire. Et puis, nos concours dédiés aux 18-30 ans, on va encore plus loin parce qu'on a des jeunes qui sont en formation, d'autres en emploi, d'autres qui sont des décrocheurs ou en phase de réorientation, donc qu'on appelle les NIS, ni en emploi, ni en formation. Donc, on a déjà, on va dire, une couche de la population jeune assez large et on veut se concentrer sur elle. Mais effectivement, je pense qu'en entreprise, c'est nécessaire également et que quand même... je pense que le monde de l'entreprise évolue sur ces sujets. On voit que le monde de l'école évolue avec les cours d'empathie à l'école qui vont être déployés à partir de la rentrée généralisée. C'est peut-être pas un hasard. Et je pense que l'entreprise... je pense que c'est une très bonne chose, qu'on ne le fait pas assez. Et on le voit dans des systèmes éducatifs autre hexagone, à l'étranger, danois, où en fait... c'est très positif et je pense qu'on a des lacunes en la matière. Alicia, alors il y a une autre question. Vous nous parliez tout à l'heure de ces cours d'empathie qui nous viennent tout droit du Danemark, modèle danois qui est un modèle qui cartonne à l'international, comme le modèle scolaire qui nous vient tout droit de Singapour aussi. Toujours dans les premiers, avec la Finlande aussi, peut-être dans les classements internationaux. Tout ça, ça nous pose la question d'ici, en France. Est-ce que le modèle scolaire français est adapté au monde professionnel, au monde tout court d'aujourd'hui et de demain ? Alors, je ne sais pas si c'est à moi d'en juger, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de plus en plus, les entreprises s'intéressent à ce qui se passe à l'école. Et ça, c'est pas un hasard non plus. Ça peut être jugé parfois, et notamment par les professionnels de l'éducation, comme une forme d'entrisme d'avoir toutes ces entreprises qui veulent former les jeunes à tel ou tel métier, qui vont créer des écoles de production. On a beaucoup le sujet aussi de la mixité dans certains métiers parce que on essaye de recruter, de former, de faire évoluer des femmes dans certains métiers, mais en fait, elles ne postulent pas, elles ne s'orientent pas vers ces filières. Donc forcément, il y a un manque et il faut que l'entreprise puisse faire connaître ses métiers. Moi, je pense que c'est plutôt positif de faire du lien entre l'école et l'entreprise. J'en suis convaincue, mais c'est très lié aussi à mon ancien métier où je travaillais sur l'engagement des entreprises. Et donc, j'ai vu fleurir pas mal de projets en lien avec l'école et l'entreprise à l'école. Mais je pense que le plus tôt possible, on crée des ponts, le mieux c'est. Notamment parce qu'on apprend plein de choses hyper intéressantes à l'école, ça c'est sûr. Mais quand on arrive dans le monde de l'entreprise, et je pense que c'est valable pour beaucoup de personnes dans ce pays, en fait, on est un peu perdu et on ne va pas forcément mettre en œuvre ce qu'on a appris à l'école. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter et tout revoir. Tout n'est pas acheté, bien au contraire. Et c'est important aussi d'avoir un socle de culture, de connaissances, mais de pouvoir faire des ponts sur comment on va pouvoir l'utiliser, comment ça va venir nourrir, enrichir notre travail en entreprise, et puis aussi avoir accès à des compétences qu'on va devoir acquérir sur le tas. Et ça, moi, j'ai confiance dans l'humain et dans la jeunesse, on y arrive très bien, mais on pourrait gagner un peu de temps en créant ces ponts le plus tôt possible. Donc, moi, je vois plutôt ça d'un très bon œil. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, selon vous, dans les établissements supérieurs, par exemple, pour permettre justement à leurs élèves de développer des compétences aussi essentielles dans une vie que celle de la prise de parole ? Est-ce qu'il faudrait que dans toutes les écoles supérieures, il y ait des cours de théâtre, qu'il y ait des modules éloquentiels partout ? Évidemment, vous n'êtes pas très objectif, vous allez Ce serait super. Ce serait super. Mais qu'est-ce qui...
Si vous pouviez les conseiller, peut-être qu'ils se posent la question en écoutant ce podcast en disant qu'est-ce que moi, en tant que directeur d'école, je pourrais faire justement pour aider à mes élèves de travailler cette compétence qui est absolument essentielle, on l'a dit. Je dirais, de manière assez instinctive, je parlerais plutôt des dynamiques collaboratives. Alors, évidemment, si on peut travailler la prise de parole éducative dans toutes les classes et de manière généralisée demain en France, ce serait extraordinaire. Mais je pense que c'est vraiment les logiques collaboratives. Et notamment, à titre personnel, moi, je l'ai vu dans mon parcours d'études, c'est quelque chose qu'on fait peu à l'école jusqu'à arriver aux études supérieures. Et là, aux études supérieures, on commence à avoir vraiment des travaux de groupe plus soutenus, des travaux d'ampleur. Et après, dans le monde du travail, c'est quotidien, les logiques collaboratives. C'est aussi ce qui crispe un certain nombre de problèmes, de difficultés, parce qu'on n'y est pas préparé, parce qu'on a du mal à travailler avec des intelligences qui sont toutes différentes. On ne fonctionne pas pareil, on n'a pas le même cadre de valeurs. Moi, je peux être heurtée par parfois ce que j'entends ou je vois, mais parce que c'est tout simplement des personnes qui n'ont pas le même cadre de valeurs que moi, et vice-versa. Je peux générer la même chose. Et tout ça, j'ai l'impression qu'on le vit quand même dans toutes les boîtes, qu'on soit dans une association, une grande entreprise, un groupe international, une ETI. Je pense que c'est une réalité et qu'il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie à tout le monde. Bien sûr, un travail de formation aussi. Exactement. Donc ça, si on pouvait l'apprendre, le pratiquer plus tôt, ce serait intéressant. Et peut-être pour reboucler avec Eloquentia, ce qui est très prégnant dans notre pédagogie, c'est la dimension collaborative, la dimension collective. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on intervient en milieu scolaire à peu près autour de 13 000 jeunes par an. 13 000 bénéficiaires et jeunes élèves en présentiel sur le terrain dans toute l'Île-de-France et dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi plus loin en région PACA, puisqu'on a monté une antenne à Marseille. Et on avait, depuis la sortie du film À voix haute, la force de la parole, beaucoup de demandes partout en France qu'on ne pouvait pas forcément adresser parce que ça nécessite de former des animateurs pédagogiques, de les envoyer sur le terrain, sur des formations de 10, 12, 20, 28 heures. Et donc ça a un coût. Donc on a développé une plateforme pédagogique numérique à destination des enseignants pour qu'ils puissent se saisir de nos contenus et ensuite mener des parcours porter sa voix en classe par eux-mêmes. Et en fait, cette plateforme, au départ, on ne savait pas trop si on allait la mettre à disposition de l'enseignant ou plutôt des élèves individuellement. Et en fait, le travail qu'on a fait l'année dernière sur cette plateforme en expérimentation nous a montré que la vraie force d'Eloquentia et de la pédagogie porter sa voix, c'est la dimension collective. Donc, on a décidé que cette plateforme, elle ne serait pas à destination de l'élève à titre individuel, qui n'allait pas travailler chez lui les matières Eloquentia, mais vraiment travailler en groupe classe, en collectif, de manière ludique. On pousse les tables et les chaises, on projette, on a un support, mais on pousse les tables et les chaises et on fait les exercices porter sa voix. Et ça, c'est vraiment ce qui fonctionne, en fait. C'est progresser à travers le regard de l'autre et l'altérité est très importante dans notre méthode. Qu'est-ce qu'ils vous disent justement, ces enseignants et même ces élèves qui arrivent régulièrement dans vos ateliers? J'imagine au début, et ça nous est tous arrivé à un moment ou un autre, la gorge serrée, la voix nouée, le mal au bide, souvent par le stress et l'anxiété. Et une fois qu'ils franchissent justement cette étape de la peur et qu'ils commencent à pouvoir et savoir transmettre leur message et voir le pouvoir que peuvent avoir les mots, qu'est-ce qui vous dit? J'imagine que ça doit être aussi émouvant quand on arrive à sortir de sa timidité et pouvoir transmettre des messages qui nous tiennent à cœur. C'est très émouvant. Moi, j'en ai souvent des frissons de les écouter et surtout, ça me fait hyper plaisir de les voir avec vraiment l'étincelle dans l'œil et qu'on se dit qu'on a rallumé une flamme ou en tout cas on a donné envie. Je pense que c'est vraiment ce qu'on fait, c'est ce petit coup de pouce parce qu'après on a des très belles histoires, des jeunes qui sont devenus avocats, comédiens ou qui ont monté des associations incroyables. J'ai plein d'exemples, mais en fait tout ça c'est pas Eloquentia, ce sont eux et c'est le petit coup de pouce qu'on va donner. Et ce qu'ils nous disent souvent, c'est d'abord leur surprise de se sentir écoutés, de se sentir considérés, que ce soit par l'adulte ou par les autres, les jeunes en face. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'écoute active. En fait, les jeunes ont l'impression que ce qu'ils ont à dire ne vaut pas la peine ou a très peu d'importance. Et donc souvent, d'ailleurs, quand ils vont discourir, ils vont accélérer et puis
pareil, quand ils ont fini leur discours, ils vont se précipiter à sortir de scène et on leur dit reviens ici, reviens là. Maintenant, on va faire un feedback et donc on va voir ce que tu as très bien fait, les axes d'amélioration. Et on interroge les camarades et en fait, on se rend compte qu'ils s'excusent d'être là, mais qu'ils ont beaucoup à dire si tant est qu'on les écoute. Ouais. 2, en fait, à travers le regard de l'autre, ils vont se sentir estimés, considérés. Donc ça, c'est génial. C'est un pouvoir énorme. Exactement. C'est un pouvoir énorme sur la suite. La deuxième chose, c'est que parfois, ils ne mesurent pas à quel point ils peuvent être créatifs, capables d'argumenter. Pareil, quand on est en débat, de se rendre compte de la richesse qu'il y a dans les cerveaux des uns des autres. Et puis, je dirais, du point de vue des enseignants, c'est parfois redécouvrir des élèves qui ne sont peut-être pas forcément les meilleurs éléments de la classe et qui, là, en fait, vont participer, vont se révéler, vont montrer une autre facette, un autre visage d'eux-mêmes. Et puis, même du point de vue des enseignants, je parlais tout à l'heure de la plateforme où, en fait, il n'y a plus l'animateur pédagogique éloquentia qui est présent dans la classe, mais bien des outils à destination des enseignants. Oui. Les enseignants nous disent que ça change les rapports et le regard des élèves sur eux, d'eux sur les élèves et des élèves entre eux. Donc, on vient vraiment rebattre les cartes. Il y a quelque chose qui se joue dans le regard de l'autre. Et ça, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans le avant-après. Donc, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt dans notre échange, la société, elle irait peut-être un peu mieux si on savait mieux communiquer et se parler, de ce que je comprends. On en est convaincus. On en est convaincus. Alors, on parle depuis tout à l'heure des aspects positifs de l'éloquence, d'à quel point ça peut changer quelqu'un, changer une trajectoire de vie, avoir un impact dans son orientation, dans sa vie professionnelle. J'ai une question qui me travaille depuis tout à l'heure, Alicia, c'est un autre aspect de l'éloquence. C'est est-ce que justement cette éloquence, le fait de savoir bien parler, d'être à l'aise, ça peut être d'une manière ou d'une autre dangereux? Est-ce qu'on peut séduire aujourd'hui par son éloquence, même si les idées qui sont les nôtres, elles sont dangereuses? Est-ce qu'on peut être quelque part ébloui aussi par quelqu'un et par son art oratoire au point d'en oublier le fond de sa pensée? Malheureusement, oui, je le pense. Et l'histoire nous l'a montré. L'histoire nous a montré qu'il faut parfois se méfier aussi des bons orateurs. Mais ce n'est pas une fin en soi. Je vais le raconter parce qu'on en a discuté un petit peu pour préparer l'émission. Ça nous est arrivé il y a peu de temps. Nous, Eloquentia, on intervient, je vous le disais, dans plein de domaines, donc essentiellement en milieu scolaire, mais aussi dans des programmes spécifiques auprès de publics variés qui peuvent être des jeunes prometteurs dans des parcours d'excellence, des personnes éloignées de l'emploi ou des jeunes sous main de justice. Et en l'occurrence, à l'issue d'un parcours qu'on menait en détention, que j'étais allée voir sur le terrain avec une de nos animatrices, il y avait un des jeunes qui était en détention qui avait dans sa posture et dans sa manière de s'exprimer une différence tellement marquée avec les autres co-détenus qu'en fait, j'avais un doute sur le fait qu'il faisait partie des détenus et je pensais que c'était un encadrant culturel ou éducatif. Mais j'avais vraiment un doute dans sa posture, dans sa manière d'être. Et quelqu'un qui participait énormément. Il vous inspirait confiance, en fait. Qui inspirait confiance, exactement. Qui se mettait à disposition, qui aidait les autres. Et quelques temps après ce parcours, je reçois un appel de l'animatrice pédagogique qui avait animé ce parcours et qui avait besoin d'en discuter, de se livrer, notamment parce que seul moi avait vécu la scène avec elle. Et elle me dit, écoute, il y avait une affaire à ce moment-là très médiatisée de violences sexuelles qui avait fait pas mal de bruit. Et donc, le nom de cette personne était sorti. Elle me dit, mais c'est la personne dont tu me parlais qui était avec nous. Et ça l'avait beaucoup heurté de se dire que peut-être à travers nos interventions, on allait donner des clés à quelqu'un qui pouvait potentiellement faire du mal. Et mon retour là-dessus, c'est que c'est vrai que ça peut être très perturbant. Donc, on n'intervient jamais tout seul en détention. De toute façon, on passe toujours par des associations spécialisées qui peuvent conseiller, qui mettent à disposition aussi des psychologues. Mais pour moi, ça fait partie du caractère inconditionnel. C'est, en l'occurrence, avec l'association Wake Up Café, il y a cette dimension inconditionnelle. On ne sait pas quelle est la peine encourue par la personne. On ne sait pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, d'ailleurs. Tout à fait. Et en fait, ce n'est pas à nous d'en juger.
Et de la même manière que chez Emmaüs ou dans d'autres associations qui luttent contre la grande précarité, on va accompagner les personnes de manière inconditionnelle. Et en fait, la personne, elle s'en saisira. Peut-être que ça va être un booster dans sa vie, peut-être que ça va changer sa vie, sa manière d'entrevoir le monde, et qu'il y aura une prise de conscience et qu'elle va l'utiliser pour faire le bien. Peut-être pas. Ça, on n'en est pas responsable. Nous, ce dont on est responsable, c'est de faire notre métier avec éthique. Et la deuxième chose, c'est que ça peut arriver, et ça, on en parlait dans cet échange avec notre animatrice pédagogique, c'est qu'en fait, ça pourrait arriver aussi à des jeunes qu'on forme dans le cadre de l'école ou de parcours d'excellence ou partout ailleurs. En fait, le bien, le mal, il est partout. Il n'est pas qu'entre les murs de la prison. Et donc, il faut pouvoir composer avec. Mais malheureusement, oui, certains grands orateurs, que ce soit dans le monde politique ou ailleurs, utilisent la prise de parole à mauvais escient. Je pense qu'en se formant à la prise de parole, on doit être capable aussi, tout un chacun, de se faire une idée et de se rendre compte aussi de l'authenticité de cette prise de parole, de la sincérité, de ce qu'il y a derrière, et pouvoir peut-être être mieux armé contre ces potentiels fossoyeurs. Alors, dans ce cadre, Alicia, vous le savez, on sort d'une période politique un peu compliquée, mouvementée en tout cas. Et dans ce cadre, tous les politiques, quel que soit leur bord, ont eu besoin de mobiliser notamment les jeunes qui, ces dernières années, c'est vrai, et l'ont dit dans de nombreuses études, l'ont dit aussi dans de nombreux médias, qu'ils avaient du mal à se projeter dans des discours politiques, ils avaient du mal à se sentir inclus dans les propositions qui étaient faites. Ils avaient l'impression que la jeunesse n'était pas forcément prise en considération. Est-ce que les politiques auraient besoin d'un petit peu de cours d'éloquence, justement, peut-être avec Eloquentia, pour savoir à la fois convaincre et mobiliser les jeunes? Alors, les politiques sont très formés et on parle beaucoup des formations à la prise de parole des politiques, de masterclass et de tous ces éléments de langage. Je pense que le politique, aujourd'hui, il y a une grande maîtrise des éléments de langage. Il y a une technicité qui est évidente sur un certain nombre de sujets, et ils sont nombreux, mais que pour certains, et peut-être ce qui manque dans le paysage d'ensemble, en tout cas c'est mon avis, aujourd'hui, c'est quelque part cette notion d'authenticité et de congruence dont on parlait tout à l'heure. Je trouve qu'on voit moins de politiques aujourd'hui qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans qui semblent complètement alignés dans leur prise de parole, qui croient vraiment en ce qu'ils disent, qui ont le regard clair avec ce qui est raconté. Et puis, on voit aussi tous les changements de bord au-delà de la prise de parole d'une période à une autre, parfois très courte. Mais je pense que c'est vraiment cette notion de congruence qui peut-être mériterait d'être travaillée avec le politique, parce qu'après, ils maîtrisent un certain nombre de techniques. Et notamment, on voit des politiques qui slament maintenant. Donc, c'est vrai. Voilà, je pense que c'est surtout le module d'aspiration personnelle et professionnelle qui servirait, parce que les bases de la rhétorique, ils les ont, et peut-être s'affranchir du sophisme aussi pour certains. J'en arrive donc à ma dernière question avec vous, Alicia. Si je vous donne là, juste après l'enregistrement de ce podcast, les clés du ministère de l'Enseignement supérieur ou du secrétariat d'État à la jeunesse, quelle serait votre première mesure ? La première mesure, je pense qu'il n'y a pas de secret, et les enseignants le réclament, c'est des moyens. Ouais. Et ça nécessite de faire des choix. Des moyens, je pense qu'on peut en trouver quand c'est nécessaire. Et voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais l'histoire nous le montre aussi. On sait trouver des moyens quand il le faut. Et donc, aujourd'hui, ce serait de prioriser l'école, vraiment. On en a beaucoup parlé ces dernières années, mais nous, on sent les enseignants un petit peu perdus, voire pour certains désabusés par rapport aux réformes successives, au turnover aussi qu'on a au niveau de l'éducation nationale. Et je pense qu'ils ont besoin qu'on leur accorde des moyens, du temps. Nous, on a tout un tas d'enseignants qui sont très friands, sponsors de nos activités, qui ont envie de mettre en place des parcours, mais qui nous disent voilà, j'ai pas assez d'heures déjà pour tenir le programme, et donc c'est difficile de libérer du temps. Je pense que le besoin, il est surtout là. Il est là. Et ben voilà, merci infiniment en tout cas d'avoir été parmi nous dans 20 sur 20 aujourd'hui, Alicia Izard, directrice générale d'Eloquentia. Je le rappelle, ça a été un vrai plaisir
de vous avoir parmi nous, d'échanger sur ces divers sujets aussi importants que nécessaires que sont l'éducation, l'éloquence aussi, et puis les compétences d'aujourd'hui et de demain pour les jeunes et les moins jeunes qui vont nous écouter. Merci beaucoup et puis revenez nous voir vite. Merci beaucoup Philippine, à Merci. bientôt.